Après l'annonce de mon diagnostic, mon premier réflexe a été de me lancer dans des tonnes de recherches sur le cancer. J'avais besoin d'être rassurée. Comment ma vie allait-elle être impactée ? Mais surtout, est-ce qu'on avait trouvé de nouveaux traitements ? Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on soigne le cancer ? Clairement, les choses ont progressé, et le numérique n'y est pas pour rien. En effet, l'intelligence artificielle repousse les limites de la découverte des médicaments en offrant une rapidité et une précision incomparables, ouvrant la voie à de nouveaux candidats médicaments très prometteurs. Alors la techno qui est au cœur d'Akemia, déjà elle est issue de la recherche académique française, puisqu'elle est issue de l'École normale supérieure et du CNRS. Et comment elle fonctionne en quelques mots, c'est assez simple à dire. Il y a une IA générative qui invente des molécules thérapeutiques. Et on a une technologie unique au monde qui vient justement de l'ENS et du CNRS qui permet de tester dans l'ordinateur si ces molécules ont une chance d'être des molécules, des candidats médicaments. Donc concrètement, comment on teste dans l'ordinateur, c'est avec de la physique théorique et numérique à l'échelle des atomes et des molécules, c'est-à-dire à la plus petite des échelles. Et en fait, donc, on invente des molécules avec de l'IA générative, on les teste avec de la physique théorique unique au monde, et on donne cette information à l'IA générative, est-ce que c'est des bonnes molécules ou pas, qui apprend de cette nouvelle physique, de cette information physique, pour générer de meilleures molécules. Et on fait comme ça des boucles de renforcement, jusqu'à ce qu'on ait inventé quelques molécules dont on soit assez content pour ensuite les faire fabriquer et les faire tester. Le fait de pouvoir explorer dans l'ordinateur de manière extrêmement efficace quelles sont les molécules les plus prometteuses, ça va permettre justement, on l'espère, de pouvoir identifier des molécules très précisément utiles pour un certain biomarqueur, un certain type de patient, une certaine indication précise. Il y a maintenant l'oncologie et la médecine de précision, donc on sait qu'un cancer du sein n'est pas le même qu'un autre, etc. Et donc justement, la capacité qu'a notre technologie en combinant de l'IA générative et de la physique d'aller trouver les molécules les plus prometteuses parmi des milliards possibles, on espère vraiment qu'on aura des traitements plus adaptés pour certains patients et certains types de cancers. Au travers de mes recherches, j'ai même découvert que le numérique allait jusqu'à s'inviter dans les blocs opératoires. Vous aviez déjà entendu parler de jumeaux numériques ? Moi, non. Ils peuvent guider les chirurgiens tel un GPS des tumeurs pour leur permettre de voir l'invisible, comme un super pouvoir contre un super méchant. On a été une des premières équipes au monde à travailler sur l'intégration de ce jumeau numérique pendant la chirurgie, donc pour faire une chirurgie, ce qu'on appelle une chirurgie guidée par l'image et assistée par modélisation 3D. Donc le but étant, quand on opère, on est en capacité aujourd'hui d'introduire dans la console de robotique, c'est-à-dire là où le chirurgien, quand on fait de la chirurgie robotique, là où le chirurgien est assis et à la tête dans une console, et on voit la vue péropératoire. On est en capacité d'introduire dans cette vue péropératoire le modèle tridimensionnel, donc le jumeau numérique. Alors quand il n'y a pas de recalage, c'est de la réalité virtuelle. Et ce sur quoi on travaille en ce moment, dans le cadre du RHU Digital Urologie 3D et avec nos partenaires, dont Fujifilm et Surgar, qui est une start-up clermontoise, on travaille sur comment on passe de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. Le champ des avatars ou le champ des jumeaux numériques, c'est un autre sujet qui lui-même est très large, puisqu'il peut aller de jumeaux numériques qui vont accompagner le patient dans sa prise en charge pour le conditionner quelque part, le préparer au traitement, et c'est un élément essentiel. On voit bien qu'on peut faire diminuer le stress de la personne dans sa prise en charge et que du coup les traitements vont mieux se passer. On a besoin que le patient soit acteur de sa prise en charge, qu'il soit capable, par exemple, de revenir vers l'équipe s'il a la perception d'avoir un problème. Et donc, nous aider dans le dépistage précoce de potentielles complications post-opératoires. Sauf qu'on s'est dit, pour que le patient puisse être acteur, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne mieux que si on lui montre un scanner avec des coupes de scanner qui sont inintelligibles pour un patient. Et donc, on s'est dit, comment peut-on utiliser des choses très pratiques, les technologies tridimensionnelles, cette fois-ci au bénéfice du patient. Donc nous, on les utilisait en mode virtuel pour faire de la chirurgie guidée par l'image, pour améliorer la qualité de notre chirurgie, un peu comme un GPS chirurgical. Et c'est un élément essentiel. On voit bien qu'on peut faire diminuer le stress de la personne dans sa prise en charge et que du coup les traitements vont mieux se passer.
Dans la stratégie thérapeutique du cancer, malheureusement, parfois on peut se retrouver dans l'impasse. Notre traitement ne fonctionne pas, ou alors notre cancer n'a pas encore de traitement. C'est la douche froide, la peur, l'angoisse. Dans ce cas, le monde des essais cliniques s'offre à nous, et avec lui, sa zone de flou. Quel essai choisir ? Comment le trouver ? Quelles sont les conditions pour y participer ? Quel casse-tête pour s'orienter dans cet univers ultra technique ? C'est de ce constat qu'est née l'idée de Clinéo, créer un moteur de recherche pour les essais cliniques. Concernant les essais cliniques et la recherche, c'est vrai que l'utilisation de certains outils numériques pour avoir une connaissance sur le territoire, ne serait-ce que nous, sur le territoire français, de tous les essais disponibles, ça peut être très intéressant. Alors ça peut être intéressant pour le patient, mais ça va s'adresser à un certain nombre de patients qui ont quand même la capacité, je dirais, socio-éducative d'aller chercher eux-mêmes l'information sur Internet et une information pertinente, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est un outil qui doit être aussi utilisé par l'oncologue médical référent pour savoir si dans un territoire qui correspond quand même à un déplacement raisonnable pour le patient, il peut avoir accès à un essai thérapeutique que l'oncologue n'a pas, et donc une porte ouverte thérapeutique supplémentaire. Donc ces outils sont très intéressants, mais ils doivent être partagés entre le clinicien et le patient, et pas seulement à disposition du patient. Donc concrètement, Clinéo, c'est une plateforme digitale qui permet aux patients, à leurs proches et aux oncologues de trouver facilement des essais cliniques en oncologie et proches de chez eux. Donc nous avons un moteur de recherche spécialisé dans les essais cliniques, et ensuite, une fois qu'on a trouvé des essais pertinents, on peut être mis en relation avec les médecins qui sont responsables de ces essais cliniques. La difficulté aujourd'hui pour les patients, je pense, c'est avant tout un problème d'accès à l'information. Et c'est là où la technologie va permettre de rendre accessible cette information, la structurer, la rendre accessible aussi en temps réel. Aujourd'hui, il y a des gros problèmes sur l'accès aux essais cliniques, c'est savoir que l'essai clinique existe. Et puis une fois qu'on sait qu'il existe, avoir la bonne information concernant cet essai clinique. Est-ce qu'il est ouvert au recrutement? Si oui, dans quel centre? Et puis bien sûr, tous les critères pour un patient donné, est-ce qu'il peut rentrer dans cet essai? Eh bien, il faut bien connaître les critères d'exclusion, d'inclusion de l'essai.